Bienvenue dans Hors Frontières, le podcast qui donne la parole aux expatriés français en Catalogne et plus si affinité. Et si partir vivre ailleurs, c'était bien plus qu'une installation dans un nouvel environnement. Ici, on découvre comment l'expatriation transforme une vie. Chaque semaine, on parle de parcours inspirants, de chocs culturels, de virages à 180, d'amour, de doutes et de fou rire. Et toutes ces décisions qui sont de vrais sauts dans le vide, avec ou sans filet. Vous allez entendre des parcours hors normes, des récits de vie sans filtre et des témoignages qui bousculent les idées reçues. Je suis Laura et depuis l'étranger, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui ont osé franchir la frontière sans billet retour. Nous allons découvrir comment quitter son pays, ses repères, ses habitudes peut parfois tout changer. Car partir, c'est oser. Oser se réinventer, oser se confronter à l'inconnu et parfois oser aller à contre-courant. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer pour un voyage au cœur d'histoires vraies de ces aventuriers qui ont choisi de vivre autrement. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Audrey, une femme lumineuse, intuitive, courageuse. Le genre de personne qui, déjà très jeune, a senti un appel intérieur si fort qu'elle n'a pas pu l'ignorer. L'Allemagne, Cologne. Une ville qu'elle aimait sans vraiment savoir pourquoi, comme si quelque chose là-bas la guidait déjà. Alors elle est partie, seule, déterminée, portée vers cette intuition qu'on n'explique pas vraiment, mais qu'on suit. Très vite, Cologne devient sa vie. Et puis le travail, l'amour, une vie de famille aussi, multiculturelle, riche, parfois complexe, toujours pleine d'apprentissage. Avec une sincérité qui m'a touchée, Audrey raconte les joies, les défis, les compromis et la beauté d'élever des enfants entre deux langues, deux cultures et deux façons de voir le monde. Son histoire, c'est celle d'un choix instinctif, devenu une vie, d'un déracinement, devenu un ancrage, et d'une famille qui trouve son propre chemin entre deux pays, deux identités et mille nuances. Un témoignage à découvrir absolument. Et pour celles et ceux qui rêvent d'apprendre le français ou de progresser de manière ludique, Audrey propose des cours de français en ligne et à Cologne. Bonne écoute. Merci beaucoup Audrey d'avoir accepté de venir à mon micro. On va du coup dérouler ton histoire. Pour te connaître un petit peu mieux, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Déjà, merci pour l'invitation aussi. Donc moi, je suis Audrey, je suis française, enfin franco-allemande même maintenant. Je viens de Grenoble à la base et je vis en Allemagne du côté de Cologne depuis presque 15 ans. Depuis plus de 15 ans, pardon, depuis plus de 15 ans. Très bien. Alors raconte-nous un petit peu le début de l'histoire. Est-ce que toi, tu viens d'une famille où on voyage beaucoup? Alors avec mes parents, oui, on a voyagé, alors pas forcément beaucoup puisque bon, le voyage, ça coûte cher, hein, donc on a préféré, enfin mes parents ont préféré faire des gros voyages, mais voilà, une fois tous les 3-4 ans, donc c'est pas non plus quelque chose qui m'est étranger de voyager. Et dans ma famille, alors j'ai un oncle qui habite en Angleterre depuis, avant ma naissance, peu avant ma naissance, donc pour moi, ça a toujours été normal qu'il vive à l'étranger, même s'il est français. Ma grand-mère avait un frère qui habitait aussi, en Allemagne, alors c'était, après l'après-guerre, donc évidemment je n'ai pas connu ça, mais voilà, c'était quelque chose aussi, que je connaissais, de vivre, à l'étranger, de revenir ou de pas revenir. D'accord, donc tu avais un petit peu des modèles au Voilà. sein de la famille, mais pas forcément toi avec tes parents. Et du coup, à quel moment a germé l'idée de toi aussi t'installer dans un autre pays? Quand j'ai commencé la fac, ça faisait, déjà quelques années que je voulais apprendre l'allemand. Je l'ai pas fait à l'école, hein, parce que j'avais anglais, espagnol et qu'une troisième langue, ça aurait fait quand même beaucoup. J'aurais pu, hein, mais je pense que ça aurait fait beaucoup. Je voulais me concentrer sur les matières, restes pour le bac et donc j'ai commencé la fac et donc j'ai commencé l'allemand aussi et je me suis dit: «En fait, le meilleur moyen d'apprendre l'allemand, rapidement aussi, c'est, bah, de vivre en Allemagne» et donc voilà, le projet a commencé à mûrir. J'ai fait, ma licence en France et j'ai prévu ensuite de partir en Allemagne, ce que j'ai fait et donc voilà, après, 3 ans de licence en France, je suis partie vivre en Allemagne. Comme ça ou c'était pour prolonger les études en master? Je suis partie comme assistante de français, dans une école en Allemagne, donc pour, voilà, assister les profs de français, proposer des ateliers de français. Donc ça me permettait d'avoir un 1er emploi, sur place et l'idée en effet était, éventuellement de rester, voilà, de poursuivre mes études. Donc j'ai fait, ensuite ma licence bien plus tard, parce que c'était il y a 2 ans que j'ai fait mon master.
de poursuivre mes études par correspondance, donc avec une université française. Et à côté de ça, j'ai eu un emploi étudiant, donc pour ben voilà, survivre à mes besoins, évidemment. Et oui, voilà. D'accord, donc c'était pas forcément pour partir pour étudier, c'était pour partir pour vraiment t'imprégner dans et enfin construire ta vie dans ce pays. Mais du coup, quel niveau d'allemand tu avais? Où est-ce que tu logeais? Alors avant de partir, j'aurais eu tendance à dire que mon niveau était pas mal. Alors j'avais bien conscience évidemment que c'était pas un niveau, tip top, hein, mais j'avais des correspondantes. À l'époque, ça se faisait encore un petit peu de s'envoyer des lettres et donc j'avais des correspondantes et c'est vrai que je me débrouillais quand même pas mal à l'écrit et donc en lecture aussi et ouais, arrivé sur place, ça a été quand même, la grosse, alors je dirais pas déception, mais c'est quand même la grosse surprise de: «Ouh là, comprendre à l'oral et comprendre à l'écrit, c'est 2 mondes différents». Donc je dirais que je suis arrivée, le niveau, je crois que c'était B1 en fait, si on prend les niveaux du Conseil européen. En soi, on pourrait dire c'est un bon niveau. Pour être sur place, c'est quand même compliqué. Donc j'ai pris voilà, j'ai mis du temps à tout comprendre, surtout que j'ai vécu aussi un mois à Aix-la-Chapelle. Ils ont un léger accent, rhénan. Et donc il y a quelques mots qu'on connaît, bah, de l'école, vraiment le mot classique et en fait avec l'accent, on dit: «Ouh là, c'est pas du tout ce que je connais», donc il a fallu que je m'habitue à ça. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est comme ça que j'ai appris l'allemand, quand on me dit: «Ouais, mais tu parles vraiment très bien allemand, tu as appris où?» Bah, en Allemagne. Alors après, il y a la grammaire, ça c'est une autre histoire. J'ai quand même dû, faire un peu de théorie en niveau grammaire, mais voilà, c'est quand même sur place que j'ai appris le mieux. Et alors nouveau logement, j'ai commencé par des colocations. Et faut Mmh. savoir alors, de nos jours, c'est très, très compliqué de trouver un logement à Cologne et déjà à l'époque, c'était compliqué. Quand je suis partie, en fait, j'ai trouvé une sous-location. Donc c'était dans une colocation et c'était une fille qui est partie, je sais plus, en Irlande, en Angleterre, 4 mois. Et donc pendant ces 4 mois, j'étais chez elle, enfin dans sa chambre et du coup dans cette colocation. Et mon idée, c'était de trouver ensuite quelque chose de plus stable, mais d'être sur place puisque en distance, c'était compliqué de trouver quelque chose. Donc voilà, j'ai trouvé comme ça. Ensuite, j'ai trouvé une autre colocation et après j'ai emménagé, dans mon appartement à moi. D'accord et du coup, pourquoi Cologne? C'était parce que tu avais déjà trouvé le job? Qu'est-ce que tu avais avant de partir, du coup? J'avais le job d'assistante. Mmh. J'avais demandé Cologne ou Aix-la-Chapelle. Voilà, Aix-la-Chapelle, j'y avais vécu, pendant un mois, j'avais été au pair, donc j'avais quelques connaissances là-bas, donc évidemment ça aide quand on arrive quelque part. Et Cologne, c'est toujours une ville qui m'a plu. Voilà, je trouvais l'ambiance très sympa et c'est vrai qu'une fois sur place, je me suis rendu compte que les gens sont aussi très très ouverts. Que quand tu demandes aux gens comment sont les gens en Allemagne, ils vont dire ah ils sont fermés. Et en soi c'est vrai, mais voilà, la région de Cologne, du Rhin, c'est des gens très très ouverts et très chaleureux, très accueillants et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et D'accord, donc voilà, Cologne. OK. Donc tu as potentiellement la coloc, le job. Ensuite, quand t'es venu le jour de partir, comment tu t'es sentie? Comment s'est passé ce départ? T'as pris un train, un avion? Raconte-nous un petit peu ce moment charnière. Alors, je suis partie en train, c'est l'avantage de Cologne aussi, c'est que, de Grenoble, je pouvais me faire Grenoble-Paris, Paris-Cologne, donc évidemment, c'est quand même plus pratique que d'aller, ailleurs en Allemagne où c'est plus compliqué d'arriver. Et ouais, le jour de départ, c'était quand même, bah, la grande inconnue. Qu'est-ce qui allait se passer? Alors, je crois que tous les sentiments presque possibles et imaginables, se sont confrontés entre l'excitation, la peur, les questionnements, dans tous les sens, dans toutes les voilà. Heu et ouais, voilà. Donc c'était, quand même, ouais, un gros «poids» entre guillemets. Alors c'est pas négatif, je le voulais, ça faisait longtemps que je préparais ça, mais voilà, il y avait quand même ce poids et je sais que quand je suis arrivée et c'était, donc une de mes colocs qui est venue me chercher à la gare, c'est ça y est, tout est tombé et ça y est, c'est parti, on commence. Et donc tu t'es installée dans cette coloc avec, cette nana qui est venue te chercher. Ensuite, tu as démarré très vite le boulot? Ah non, je suis venue, fin juillet et ça commençait, je crois, fin septembre. On avait, un premier er rendez-vous, une première petite formation. C'était voulu de ma part. Je voulais arriver et avoir le temps de m'imprégner de la vie locale, d'apprendre la langue, enfin de l'approfondir avant, de commencer et de me dire: «Bah, je vais travailler, j'aurai peut-être moins le temps, pour, rencontrer de nouvelles personnes, pour apprendre la langue, découvrir la ville». Et donc du coup, ces 2 mois m'ont vraiment permis j'ai fait les premières connaissances en effet et puis voilà, d'approfondir la langue, de découvrir la ville
voilà, de commencer à mon rythme et de prendre le temps de trouver mes marques avant, de commencer ce travail. Du coup, comment tu t'es sentie dans cette ville? Comment tu as fait pour, construire ta petite vie sur place? Alors je m'y suis toujours sentie bien, c'est quelque chose je saurais pas expliquer. Je pense qu'il y a des affinités comme ça, même avec des endroits sur terre qui font que, voilà, on se sent bien quelque part ou pas, donc ça, moi, je me suis toujours sentie bien. Ensuite, pour trouver des contacts, alors j'ai cherché principalement des contacts allemands pour, pratiquer la langue à nouveau, m'inclure à la société, on va dire, pas rester Ouais, qu'entre t'intégrer. Français. Voilà, intégrer, pardon. Et je savais que de toute façon des Français, j'allais rencontrer avec, le programme d'assistanat. Et donc, à l'époque, alors je crois qu'à l'époque, il y avait pas forcément les groupes Facebook, c'était pas encore très développé. Je sais même pas si ça existait encore. Mais il y avait d'autres sites pour trouver, notamment des sites, pour trouver des tandems. Donc les tandems, c'est pour trouver une personne qui va parler, en l'occurrence français et moi pour parler allemand avec elle, donc faire un échange linguistique. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, 2-3 personnes. Après, je sais plus, à trouver ailleurs aussi. Enfin, les les Allemands aiment beaucoup le français, la France et le français. Donc, on trouve facilement des gens quand on dit qu'on est française, on trouve facilement des gens qui disent: «Ah, j'aimerais trop parler français» et voilà, la conversation commence et les liens aussi peuvent commencer comme ça. C'est vrai que quand on est à l'étranger, on arrive avec notre accent, où on a des comportements ou des réflexions qui vont un peu surprendre et c'est vrai que du coup ça brise la glace et ça génère des conversations qu'on n'aurait jamais eues. Tu à la poste, tu peu importe, à des endroits où en France ça aurait été bête, naturel, bah, OK. Quand tu es à l'étranger, bah, voilà, il y a Ouais, des ça crée c'est tout de suite sacré la direct. discussion. Ouais, tout à fait, tout à fait. OK, donc du coup, tu t'installes un petit peu dans cette ville, tu commences à te faire tes 1 amis, tu t'y sens super bien. Comment ça se passe le boulot? Ça allait, c'était intéressant. Le seul problème, c'est que j'avais une tutrice qui était, alors c'était assez un peu «rigolo» entre guillemets parce qu'elle était française, mais, elle avait, je sais pas, elle devait pas loin de la retraite, donc presque 70 et elle était, très allemande dans son caractère. Donc très froide, très rigide, elle manquait d'empathie. Je me souviens une fois, j'avais 42 fièvres, je dis: «Bon, faut que je reste à la maison, je peux pas venir, j'ai 42 fièvres» et j'étais aphone, donc en tant que prof de langue, c'est quand même très compliqué. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu dommage parce que bon, ça a un petit peu, entaché l'expérience, on va dire. Après dans l'école, il y avait plein d'autres profs très sympas qui m'ont donné beaucoup de conseils, qui m'ont inclus à l'équipe et le travail avec les classes. Alors ça dépendait des classes, c'est des élèves, hein, ça je il y a rien de nouveau. C'est, les ados, il y en a qui ont envie, il y en a qui ont pas envie, c'est tout le français, mais dans l'ensemble, ça se passait très bien et c'était très intéressant. D'accord. Et tu es restée combien de temps sur le poste? Alors ça, officiellement, c'était 1 an et je crois que je crois que c'était vraiment 7-8 mois, donc une grosse D'accord. demi-année même, en fait, hein. Et donc tout ce temps, tu étais donc dans ta coloc, après ensuite, ton appart. Comment ça a été de s'installer dans ton appart? C'était vraiment tout à ton nom? Comment ça s'est passé? Alors l'appartement, c'était par une agence que je l'ai trouvé. Oui, c'est une agence qui le louait. Après, en effet, c'était donc, je devais tout gérer. Alors quand j'ai emménagé, ça devait faire, plus d'1 an que j'étais à Cologne, peut-être même 2, je sais plus. Peut-être 1 an. Donc bon, j'avais déjà des meilleures notions d'allemand. Après, c'est vrai que, bah, voilà, il y a tout ce qui est, les contrats électricité, les contrats internet avec tout le vocabulaire, très spécifique. Bah, là, je demandais à mes amis: viens prendre le café à la maison, j'ai des contrats à te montrer, tu peux m'aider s'il te plaît?» Bon, ils ont toujours D'accord, tout taffé, très l'administratif, volontiers. Ça, c'était vraiment, ouais, ça, c'est bien d'être bien entouré dans ces cas-là pour décrypter, voilà, ce qu'il faut comprendre, en fait, parce qu'il y a plein de choses, c'est un vocabulaire très spécifique et même encore des fois, hein, si je reçois un contrat, vraiment d'un truc hyper spécifique, il y a des mots, surtout les mots allemands, c'est pas une légende qui sont, à rallonge. Il y en a certains qui sont vraiment à rallonge et ça fait mal à la tête rien que de les voir. c'est pas facile l'administratif. Surtout que des fois, il y a des choses qui fonctionnent totalement d'une autre manière Voilà, et je pense que c'est un super conseil à donner à tout le monde de se faire aider, de poser la question. Moi, je me rappelle aussi au boulot d'avoir ramené des papiers de la maison en disant: «Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire?» Aussi pour éviter les arnaques. aussi, Je pense que ouais. c'est aussi intéressant au moment de traiter avec des agences, le contrat de Mmh. lumière, comment on dit? D'électricité et cetera. Je pense que c'est en effet important quand on se retrouve avec toutes ces charges d'adultes, d'administratif dans un autre pays.
Surtout que l'Allemagne est très, très, très forte en bureaucratie, donc ça c'est, ouais, c'est vraiment, ils sont champions d'Europe, voire du monde et donc on peut vite, se retrouver à avoir, 10 pages à signer et il faut pas tout signer, en fait, donc c'est très bien d'avoir quelqu'un qui connaît le système vraiment, qui va dire: «Ah, pas ça». D'accord, ah oui. C'est vrai que nous on a tendance à se dire, bah, terms and conditions, bah, allez, de toute façon tu pas le choix, il y a 15 pages, tu les lis pas et cetera. D'accord, c'est un super bon point et du coup, niveau administratif aussi, tu as dû faire des papiers pour avoir le droit de travailler en Allemagne? Non, comme c'est l'Europe, on n'a pas besoin, il D'accord. y a pas de souci. Il y a juste quand on arrive, il faut se déclarer à la mairie, donc déclarer sa résidence. Mmh. C'est juste une formalité, hein, c'est pas compliqué, ça coûte rien, je crois. Ouais, c'est peut-être possible que ça coûte quelque chose, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai fait. Les Allemands aiment bien aussi, faire payer tous les petits papiers comme ça. Bon, ça, c'est un petit détail. Après alors on a le droit de toute façon en tant qu'Européen de vivre en Allemagne, il y a pas de souci. Il faut juste, voilà, déclarer sa résidence et ça va servir plus tard pour, le contrat de téléphone, différentes choses. Le contrat de travail, ça peut aussi nous être demandé ou la banque, ils vont aussi avoir besoin d'une garantie qu'on est bien en Allemagne ou avoir tout simplement justificatif de domicile. Après, on n'a pas besoin, voilà, de visa ou de choses comme ça. Donc, on est quand même assez tranquille. D'accord, je alors c'est pas forcément dans toute l'Europe, hein, par exemple, moi je suis aller chercher un numéro, on doit se créer un Mmh. numéro de travailleur pour pouvoir Mmh. travailler, même si on a tous les droits et pas de visa, pas de et on s'est jamais refusé, par exemple. Et au niveau sécurité sociale, comment ça se passe en Allemagne? Alors, je reviens juste sur le droit de travailler. Oui, en effet, il faut créer aussi un numéro d'impôt. Voilà, c'est la seule D'accord. chose qui est fait. Le truc qui est assez pénible, ça met longtemps et bon, c'est ce qu'il faut, hein. Et voilà, c'est la seule chose en effet. Alors, sécurité sociale, alors ici, ils ont ça s'appelle des assurances santé. Il y en a des privées, il y en a des publiques. Moi, je suis dans une publique et ouais, ça se passe, elle est très bien. La différence privé-public, ça va être avec le privé, tu vas pouvoir avoir plus de choix de médecins. Il y a certains médecins qui n'acceptent que les privés. Tu vas avoir des fois des rendez-vous plus rapidement. Après, les privés coûtent extrêmement cher. Au comparatif, moi, j'entends plein de gens qui ont des assurances privées et qui se plaignent quand même de choses basiques. Là encore, il y a pas longtemps, j'ai lu si une maman reste à la maison parce que son enfant est malade, on a le droit en Allemagne, on a, je crois 15 jours par enfant. On est payé à grosso modo 60% du salaire, c'est l'assurance santé qui paye ce salaire et les assurances privées ne le payent pas. Donc il y a quand même une grosse perte de salaire par rapport à l'assurance publique pardon, qui va payer donc ces 60% et couvrir le temps où on reste à la maison avec son enfant. Et pour avoir une idée juste, je sais pas si tu sais un peu grosse masse, combien on se parle, public ou privé en moyenne? Combien ça coûte? Alors là, je saurais pas te dire, c'est toujours prélevé sur le salaire. Heu, je saurais je sais que privé, ça peut aller, il y a pas de plafond, on va dire. Ça peut je pense qu'il y en a un moment, mais voilà, ça peut être extrêmement cher par rapport au public. D'accord. OK, donc sécurité sociale, et du coup ensuite dans ta vie, professionnelle, après cet épisode, dans l'enseignement, tu t'es dirigée vers quelle carrière? Alors j'ai fait 2 ans dans un très célèbre fast-food, donc c'était vraiment le job alimentaire pour me permettre de payer, voilà, le loyer, manger et cetera et c'était pendant que je finissais, donc j'ai fait une licence de sciences de l'éducation qui m'a permis de travailler donc, dans ce qu'on appelle les kindergarten, c'est les jardins d'enfants. Donc les enfants, ils vont généralement de 1 à 6 ans. Après, il y a des variations au niveau des âges, mais voilà, c'est toute la période, en gros maternelle en France. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans les kindergarten, dans différents et donc il y a, quelques années, je sais plus, je pense que ça va faire 4 ans. J'ai fondé ma petite école en ligne, enfin mon école en ligne, on va pas dire petite, elle grossit. En ligne et sur place et j'ai fait aussi des ateliers à Cologne et dans ce but-là, j'ai repris, des études, de FLE cette fois. Donc j'ai fait un master de FLE que j'ai validé il y a, 1 an et demi maintenant et voilà, Bravo! donc je travaille donc comme prof de français, langue maternelle donc pour les enfants expatriés à travers le monde et aussi comme prof de français, donc FLE vraiment dans une école à côté de chez moi. Alors FLE vraiment, si tu peux nous expliquer du coup ce que c'est? Alors FLE, c'est français langue étrangère et donc ce sont vraiment des enfants qui apprennent le français comme langue, comme nous en France, on va apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien et cetera. Et donc c'est dans des écoles privées, dans des écoles publiques? Est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu quel est cet organisme, cette certification, FLE? Alors le master, c'est un master comme, un autre, donc il y a 2 années à faire. Alors il y a différents diplômes aussi, qui avec lesquels on peut
enfin, enseigner donc le français, langue étrangère, mais voilà, moi j'ai le master, je l'ai fait avec une université française à distance et donc l'école dans laquelle je travaille, c'est une école Waldorf. C'est, grosso modo un peu enfin, il y a un peu de Montessori et puis voilà, l'idée de comme Montessori, c'est des écoles quand même privées, mais oui, c'est privé, mais pas privé, les parents payent, mais c'est pas très cher, on va dire. Donc c'est quand même assez facile de rejoindre ces écoles et donc dans les écoles Waldorf, un des principes de la théorie, c'est que les enfants apprennent 2 langues étrangères dès, la classe première, donc le CP. Donc dans notre école, c'est l'anglais et le français. Top, bravo! OK et du coup niveau vie perso, comment tu t'es intégrée dans cette société? Combien de temps ça a pris avant que tu sois fluide en allemand et que tu aies vraiment tout ton cercle, perso? Alors ça, c'est, je dirais, je parlais de manière fluide en allemand, j assez rapidement, en fait. Quand on est vraiment, comme ça en immersion, ça vient assez vite. Après, je faisais énormément de fautes, il me manquait quand même du vocabulaire. Donc j'ai mis quand même quelques mois, quelques années à vraiment être parfaitement bilingue et même parfaitement bilingue. On peut pas vraiment dire ça parce que si quelqu'un vient mon mari, par exemple, travaille, dans, la biotechnologie et quand il me raconte son travail, je ne comprends absolument rien. Il parlerait chinois, anglais, français, je ne comprendrais rien. Donc Peut-être parfaitement que s'il bilingue, non. était français dans ce domaine, ce serait pareil, non? C'est ça, je ne comprendrai rien, comme lui ne comprend pas si je parle dans mes théories de grammaire et compagnie. Mais bilingue, oui, en effet, ouais, c'est, venu assez vite quand même. Après le cercle, social, il y a des va, il y a des viens, il y a des amis qui arrivent, d'autres qui repartent et voilà, les changements de la vie, c'est normal. Mes amis actuels, de ceux que j'ai rencontrés quand j'ai emménagé en Allemagne, il y a plus personne, on va dire. Mais j'ai d'autres amis maintenant, donc voilà. C'est la vie qui continue. Et en quoi c'est différent de se faire des amis, les relations sociales, les relations amicales? Est-ce que tu as noté des différences dans les codes sociaux? Alors là, faut que tu répètes, il y a eu une coupure, j'ai pas entendu toute ta question. Pardon. Dans les amitiés, dans les relations, est-ce que tu as noté des grandes différences culturelles? Est-ce qu'il y a vraiment des codes sociaux différents, avec dans l'amitié avec les Allemands? Alors un truc que je trouve en Allemagne et je crois que beaucoup le trouvent aussi, c'est que, c'est compliqué de se faire des amis, en fait. Une fois qu'on a des amis, ils vont vraiment être, présents, ils vont vraiment rester, alors pas tout le temps, puisque moi j'ai eu des amis, vraiment des «meilleurs amis», on va dire entre guillemets, et puis voilà, la vie a fait qu'on n'est plus en contact, mais où ils sont vraiment présents, mais il faut vraiment du temps. C'est-à-dire, je trouve qu'en France, on a l'amitié entre guillemets «facile». Alors c'est pas une critique, au contraire, c'est, on rencontre quelqu'un, on va sortir, 2-3 fois et on va se dire: «Ah, elle, c'est une amie», voilà. Et les Allemands, ils vont pouvoir mettre des années à dire: «Cette personne, c'est mon amie». Je sais que j'avais, c'est par exemple ces personnes à qui je faisais un tandem, quand on se présentait, même après plusieurs années, c'était: «Ah ben, c'est ma partenaire de tandem». Donc c'est vraiment, ils catégorisent vraiment, c'est, alors lui, c'est mon ami, lui, c'est non, c'est juste le tandem, on s'entend très bien, hein, on va faire plein de choses ensemble, mais ça reste le tandem. Il y a ça. Et maintenant, c'est vrai où je suis maman et c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup, c'est que c'est vraiment compliqué de se faire des amis parce que, à mon âge aussi, je suis plus toute jeune, mi-trentaine, beaucoup ont leur cercle d'amis et ils ont pas envie de l'ouvrir. Ils ont plus envie de l'ouvrir parce que, il y a assez de monde et c'est vraiment compliqué de se faire de nouvelles amitiés et de nouvelles connaissances. Donc on va faire des connaissances, hein, je veux dire, voilà, mes enfants vont, à l'école, au kindergarten, donc on connaît les parents, mais ça reste juste le papa, la maman de, machin bidule. D'accord, on s'invite pas forcément les uns chez les autres, on n'a pas forcément d'aller se prendre un café, ça reste des relations un C'est peu plus, ça reste top très life. extérieur. C'est vrai que s'inviter à la maison les uns chez les autres, c'est très rare. Enfin, nous, c'est vrai Mmh. que ça nous arrive rarement et c'est pareil, il faut vraiment avoir dépassé cette étape de, il y a pas forcément de temps, précis, mais, cette longue étape de dire: «OK, on est amis maintenant». Donc, ça peut mettre vraiment on peut se voir régulièrement et ça peut mettre vraiment autant avant de dire: «Bah tiens, si tu venais, tout simplement chez moi plutôt que d'aller dans un café, XY». D'accord et je peux te demander comment tu as rencontré ton mari? Par internet, pas très romantique, mais, voilà. D'accord, OK, sur les réseaux et quand vous vous êtes rencontrés ou peut-être plutôt en général, sur le côté un peu dating, comment ça se passe? Quels sont un peu les codes, Alors en et Allemagne, c'est c'est différent? compliqué. C'est,
Les femmes portent la culotte, on va dire comme ça, vraiment, assez grossièrement, Ouais. mais c'est, du coup, alors maintenant je sais pas, hein, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, donc je suis plus sur le marché, on va dire entre guillemets, donc je sais que ça a évolué, je sais pas comment, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était, beaucoup aux femmes de faire le premier pas, alors que nous en France, c'est l'homme fait le premier pas, idéalement. Ça change aussi, mais voilà, en Allemagne, c'est vraiment aux femmes de faire le premier pas parce que les hommes, ils se font beaucoup, pas rabaisser par les femmes, mais c'est les femmes vont bien leur préciser, on est un égal. Tu n'es pas au-dessus de moi, tu n'es pas le chevalier servant. On est au même niveau et tu me fais pas la cour entre guillemets. Tu me dragues pas ou si moi je t'ai pas clairement dit, je suis d'accord. Donc c'est à ce niveau-là, c'est un peu compliqué et en même temps, c'est assez étonnant parce que ils sont aussi certains très ouverts sur le sujet. C'est-à-dire que ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire draguer et de dire bah non, je suis pas disponible, je suis mariée et d'avoir en réponse bah oui et alors. Donc, voilà. Donc voilà, il y a les deux côtés. D'accord, c'est marrant. Et du coup, au moment de se mettre vraiment de s'installer en couple et cetera, quand vous avez commencé à vivre ensemble avec ton mari, est-ce que tu as noté des choses, super différentes? Ou est-ce que tu as été surprise par des manières de vivre ou peut-être avec ta belle famille? Alors là, comme ça, il y a rien qui me vient. Ouais, non, je saurais pas dire. Alors c'était J'ai plutôt fluide. Tu as pas eu des surprises dans ta belle famille? Mais je comprends pas. j'ai une belle famille qui est différente. Chacun est différent évidemment, mais euh, oui, ils préfèrent aller au restaurant plutôt que de faire à manger à la maison, de s'inviter comme ça les uns chez les autres. Et même pour Noël, par exemple, on va au restaurant alors qu'on se dit, bah, c'est plus sympa d'être à la maison. Donc c'est pour ça que c'est difficile de comparer ma belle famille aux autres Allemands. Et du coup, d'avoir des enfants, en Allemagne, comment ça se passe? Alors là, je crois qu'il y a des très grosses différences avec la France. Même si évidemment, je suis pas devenue maman en France, mais j'ai beaucoup de copines qui sont devenues mamans en même temps que moi, ou qui l'ont été avant, évidemment. Alors déjà, en Allemagne, alors selon le métier qu'on fait, et donc moi, c'était mon cas, on peut être arrêté pendant toute la grossesse. Alors c'est pas parce que c'est une pathologie, bien sûr, mais moi j'avais plusieurs virus que je n'ai pas eu, donc j'étais pas immunisée contre et qui se transmettent par les jeunes enfants notamment. Et dans ces cas-là, les employeurs préfèrent dire ok bah tu restes à la maison plutôt qu'on attrape le virus et qu'on se retourne contre l'employeur pour dire vous m'avez pas protégé. Donc Alors, c'est ça veut vrai que dire que le jour J, enfin, tu as le test positif direct, tu l'annonces et tu es arrêté ou c'est alors au bout de 3 mois? idéalement, en Comment ça se effet, il passe? faut le prévenir dès le début et c'est vrai que moi pour mes 2 grossesses, je l'ai dit à 5-6 semaines, qu'il y a toujours Ah voilà, se oui! dire: «Ouh là, s'il se passe quelque chose» et c'est arrivé à des collègues à moi, il se passe quelque chose et elles reviennent travailler. D'un côté, on les soutient, hein, mais c'est vrai que bon, il y a quand même, ça et en même temps, voilà, en effet, on est censé le déclarer le plus tôt possible pour, bah, être protégé et protéger son enfant, en fait, hein. D'accord, bah, trop bah, en soi, c'est bien parce que comme dirait une certaine sage-femme, Anna Roy, dont on entend beaucoup parler en France, construire un bébé, c'est tout un job. C'est ça. Le C'est fabriquer vrai donc que j'ai apprécié. C'est un côté, bon, c'est une rupture vraiment brutale. C'est-à-dire que du jour au mmh lendemain, on me dit, vous ne revenez plus. Alors c'est bien, et c'est pour ce qu'il potentiellement faut. très longtemps. Mais c'est vrai que du coup, on voit plus les collègues, on peut pas forcément leur dire au revoir. Alors on se revoit en dehors et tout. On va faire peut-être la fête de Noël, mais c'est vrai que c'est pas la même chose on peut pas dire au revoir aux enfants, par exemple, alors que bah, on a des liens avec ces enfants. Donc, bon, il y a ça. Après, c'est vrai que j'ai apprécié aussi, ça permet vraiment bah, de se concentrer sur son enfant, de tout préparer, d'avoir le temps, de pas, je veux dire, voilà, en jardin d'enfants, on porte les enfants, on change les couches. Moi, j'étais dans un groupe compliqué qui donnait des coups de pied. Et je t'ai dit, s'il me donne un coup de pied dans le ventre, ça va pas le faire. Donc voilà, il y a quand même tout ça qui est quand même très agréable. Voilà. Ouais, ouais, non, c'est top. Et après, au niveau arrêt maladie, une fois que tu as ton bébé, comment ça se passe? Alors le congé maternité, il est de 2 mois après la naissance. Avant, je sais plus, mais je crois que c'est 2 mois et demi. Donc en fait, le congé maternité est assez «court» entre guillemets de 2 mois, mais parce que tout le monde quasiment prend un congé parental, enfin toutes les mamans, qui est de minimum 1 an. Alors toutes les mamans ne le font pas parce qu'elles ne le veulent pas ou elles ne peuvent pas, toutes les indépendantes ne peuvent pas, mais ça reste quand même rare. La grosse majorité prend un congé parental de minimum 1 an, voire, Mmh. 2-3, j'en connais qui ont pris 18 ans, Mais tu payé un gros combien si tu bébé. prends un an? Alors après on est payé, alors déjà on choisit si on veut être payé sur 1 ou 2 ans. Si on prend sur 1 an, on est payé je crois 67 de son du salaire des 12 derniers mois D'accord, c'est et pas si on le fait mal. sur 2 ans en fait c'est,
32% à peu près, enfin la moitié D'accord, des c'est redivisé. 67% du coup. D'accord. Donc oui, c'est vraiment un très gros avantage. On peut rester, longtemps et c'est ça aussi qui est bien de pouvoir rester cette année. Moi, je suis restée 1 an et demi à chaque fois avec mes enfants parce qu'ils sont nés en hiver, il y a pas de place pour les garder. Donc rester 1 an et demi avec ses enfants, les voir grandir, être là pour chaque étape, c'est génial parce que voilà, comme je dis, j'ai eu plein de copines qui ont accouché plus ou moins en même temps que moi en France et à 2 mois, 3 mois, c'était retour au travail. Bah oui, mon fils s'est assis chez la nounou, ma fille a fait ses premiers pas chez la nounou, donc il y a tout ça qu'on rate et que nous, en Allemagne, on ne rate pas. Non, non, en France, c'est un peu honteux, mais C'est d'accord, hard, bah, hein. c'est top, c'est top. Et sur ce qui est éducation des enfants, est-ce que enfin, considération la place de l'enfant aussi dans la société, comment ça se passe sur ces 2 points? Alors, je dirais que les enfants sont bien vus. Après, il y en a toujours que ça va gêner quand un enfant, pleure, quand un enfant, fait du bruit, qu'il bouge. Généralement, ça se passe quand même bien. Après, c'est compliqué de les faire garder. Il y a encore, alors ça évolue beaucoup parce que les mamans vont travailler, mais jusqu'à j'allais dire il y a pas très longtemps aussi, il y a quand même un certain temps, mais voilà, la maman, c'était elle reste au foyer, minimum les 3 ans, voire idéalement jusqu'aux 6 ans de l'enfant et bah, beaucoup de mamans ne veulent pas et ne peuvent pas financièrement, il faut aussi le pouvoir. Ça, c'est encore compliqué. Il y a moi, dans ma région, c'est très ouvert à ce niveau-là puisque, voilà, on est une région très, une des plus modernes d'Allemagne, je dirais entre guillemets et c'est normal qu'après 1 an, on retourne travailler. Si j'habitais dans une autre région, je me serais faite lyncher certainement parce que j'aurais retravaillé après 1 an. Voilà, il y a quand même beaucoup ce cliché. Maman, elle est bonne à la maison, elle fait le ménage, elle s'occupe des enfants, elle fait la cuisine, etc. Donc à ce niveau-là, il y a quand même. Je dis, moi, je suis Quelles dans sont une les région, ça qualités et va. quelle porte la culotte? Voilà, ça dépend des régions, mais donc moi où je suis, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que les autres régions, surtout à l'est, donc l'ancienne RDA, il y a beaucoup aussi, ils ont du retard à ce niveau-là. Enfin, retard. Je trouve que c'est négatif, mais c'est le cas en fait. Ils sont encore très, Conservateur. voilà, on va dire ça comme ça. Ça marche. Et mmh et du coup, toi, ça fait du coup pas mal d'années que tu es partie. Comment tu penses que le fait de vivre en Allemagne t'a changé? Est-ce que tu te sens différente? Alors je dirais, alors ça pas forcément le fait de vivre en Allemagne, mais de vivre dans une autre culture, un autre pays, ça, je pense que je suis beaucoup plus ouverte d'esprit. Euh, pour plein de choses, en fait. J'ai pas d'exemple concret, mais je pense qu'en effet, on apprend à découvrir d'autres cultures et à se dire ce pourquoi peut-être en France on va dire ah, c'est super bizarre. Dire bah non, c'est pas bizarre, c'est juste une autre culture. Et du coup, bah de transférer ça à toutes les cultures en fait. Donc peu importe que ce soit la France-Allemagne ou bah, tous les autres pays du monde, voilà, ils font un truc, on va se dire ouais, c'est super. Alors je dis pas, il y a des traditions aussi quand même vraiment bizarres, mais de manière générale, se dire bah non, c'est juste leur culture, leur façon de faire. Et c'est très bien comme ça, tant que ça fait du mal à personne, on va dire, bah pourquoi pas, hein. Ouais, prendre plus de recul et prendre les choses, bah, voilà, elles sont comme ça et être peut-être moins un peu dans le jugement de: «Bah, qu'est-ce qu'il fait?» Non, C'est ça, bah, c'est ça. c'est et qu'est-ce qu'il y a comme, tradition bizarre? Balance. Je sais qu'en France, ils vont dire: «Ah, les Allemands, ils mangent que des saucisses et des patates». Alors c'est pas faux, pas Mmh. que, mais ils en mangent beaucoup. Mais c'est vrai que finalement, c'est un art de vivre comme, bah, les Français vont manger beaucoup de baguettes, ce qui est, aussi pas faux et voilà, c'est culturellement imprégné. Après, tradition bizarre, bah, tu avais déjà posé la question hier et je me suis dit: il y en a, mais je ne les trouve plus». Faut vraiment que je réfléchisse. Je sais qu'il y en a où je me suis dit: «Non, mais c'est» il y a un truc, si je sais qui, alors moi, je le trouve pas bizarre, mais mes amis français l'ont trouvé bizarre, c'est que le 11 novembre à Cologne, alors en Allemagne, on ne fête pas la fin de la Première Guerre mondiale, ils l'ont perdue. Bon, on pourrait dire l'eau a coulé sous les ponts, bon, c'est plus si important. Mais le 11 novembre à Cologne, c'est le début du carnaval. Donc en fait, ici, c'est carrément l'inverse, c'est que les gens font la fête, sont déguisés, ils boivent. Là où en France, c'est le recueillement. Et je sais que j'ai des amis qui m'ont dit, non mais attends, c'est pas possible de faire la fête alors qu'on pense aux je sais plus combien de millions de morts qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale. Oui, après, oui, c'est C'est juste que culturel. pour eux, cette date est pas du tout associée à cet Ouais, c'est événement ça. et elle est associée à un Beaucoup ne autre et savent pas ce qu'est le 11 novembre, enfin, en France, en Europe. Ils ne savent pas que c'est la fin de la Première Guerre mondiale. en vrai, si c'était pas férié et qu'on travaillait, on saurait. C'est Peut-être que vrai ça aussi. ferait partie de toutes les dates, on les aurait pas toutes en tête non C'est plus ça aussi. exactement. Des fois, on garde que l'année, enfin voilà. OK et du coup, en tradition, il me semble qu'il y a quelque chose de en décembre, tous les jours, quelque chose un peu spécifique avec le sapin de Noël. Alors avec le sapin de Noël, non. Alors l'Avent en décembre est quelque chose de très, c'est très présent en Allemagne. Alors c'est Mmh. pareil, bon, je pense que c'est en Allemagne, dans toute l'Allemagne. Après, il y a des différences régionales, mais c'est vrai que je crois que de manière générale, l'Avent est vraiment la période où on va prendre,
vraiment du temps pour se retrouver en famille, faire, plein de choses avec ses enfants. Ce qu'on n'a peut-être pas forcément le temps de faire le reste de l'année, voilà, parce que quand on est parent, on a toujours 1 milliard de choses à faire et encore on n'a jamais assez de temps pour. Et en décembre, on prend vraiment ce temps pour ça, donc de faire des biscuits, de faire du bricolage, de faire, voilà, le 6 décembre, il y a Saint-Nicolas qui vient, donc les enfants vont nettoyer leurs chaussures, ils vont être sages, ils vont essayer d'être sages. Pourquoi les Tous tous leurs les chaussures? alors ils doivent nettoyer leurs bottes parce que Saint-Nicolas, il vient et il met, bah, un petit cadeau. Alors je crois que à l'origine, c'est, une pomme ou une mandarine dans la chaussure ou un chocolat. Bon, maintenant, voilà, c'est juste pour la tradition qu'ils le font. D'accord, Après, on a la couronne de l'Avent, donc tous les dimanches de l'Avent, on allume une bougie. c'est ça, je crois, que j'avais en tête. Peut-être ça, ouais. D'accord, c'est tous les Mais, dimanches, pas tous les jours. c'est possible qu'il y ait autre chose parce que voilà, il y a plein de traditions et je sais que dans d'autres régions, il y a d'autres traditions, mais je les connais éventuellement pour les avoir entendues, mais je serais incapable de les expliquer. D'accord, OK. Et est-ce que tu te sens encore française? Oui. Alors je me sens c'est pour ça que j'ai pris la nationalité allemande, alors aussi pour pouvoir voter et pour faciliter plein de démarches administratives, mais aussi parce que alors quand je l'ai pris, ça faisait, je crois que ça faisait 12 ans que j'habite en Allemagne, donc je me sentais aussi allemande, mais bah, je me sens toujours très française et peut-être encore plus maintenant que je suis prof de français et que je transmets ma langue et ma culture, aux enfants. D'accord et du coup, quelles sont les langues que vous parlez à la maison? Alors mes enfants vont parler français et allemand. Moi, je leur parle français très majoritairement. Mon mari leur parle allemand. Il comprend le Mmh. français, il saurait parler français, mais il ose pas. Moi, c'est vrai que ça m'arrive légèrement de parler un petit peu allemand à mes enfants maintenant, bah, quand on a des invités à la maison, notamment des invités enfants, pour que les enfants, bah, comprennent ce qu'on dit, parce que c'est vrai que c'est pas drôle pour eux. Alors, il y a toujours cette curiosité de dire: «Mais quelle langue vous parlez? C'est quoi ça? Ah, c'est quoi? C'est du français?» Mais je trouve par respect pour eux de parler un petit peu allemand. Le français reste quand même très majoritaire quand on a personne à la maison et que, voilà, mes enfants, puissent apprendre le français aussi. Tes enfants parlent bien français? Ouais. Là, on est dans une petite vague, un peu creuse où, je me dis: «Il est temps que Noël arrive, que les grands-parents arrivent pour parler un peu plus français», mais ils se débrouillent quand même très bien, ouais. Parce qu'entre eux, j'imagine que c'est de l'allemand. C'est ça et quand on D'accord. reste, par exemple, cet été, ils étaient 5 semaines en France et donc ils ont switché sur le français pour jouer ensemble et ça a duré un petit moment, donc ça, c'est chouette. Je sais que des fois à l'école ou à l'école, je sais pas, ma fille, mais au kindergarten, elle jouait des fois un peu en français, donc ils me disaient: «Ah, c'est rigolo, elle joue un peu en français». Maintenant, l'allemand prend quand même le dessus entre les 2. Après, bon, je me dis: «C'est pas grave, je sais qu'ils parlent très bien» et puis, bon, c'est l'essentiel. C'est ça. Est-ce que tu as une petite anecdote un petit peu sympa, un peu drôle de malentendu ou de choc un peu culturel, de situations un peu cocasses qui te sont arrivées en tant qu'expat? Je réfléchis, il y en a sûrement eu. Alors il y a Oh, ou des drôle, mots, enfin peu importe, ou il y a des mots malentendu, en hein? allemand. Alors moi je le sais, je m'en suis jamais servie. Par contre, je sais que d'autres s'en sont servis et ils ont vraiment eu des gros yeux. Alors il y a des mots par exemple, Pute, donc Pute, je vais pas le dire en français, j'ai pas besoin de le dire. C'est la dinde, ouais, ça fait toujours rire les Français. Nous le Vicks qu'on a en France, donc pour le rhume, donc pour le mot de OK. gorge, Mmh. il faut surtout pas le dire en Allemagne parce que c'est, un acte sexuel. Donc en pharmacie, il faut faire attention parce que là, on peut en effet avoir de sérieux problèmes. D'accord, oui, ça peut être un totalement oui, un autre produit ou quoi. D'accord, très bien. Ah, ça Ah s'appelle bon, juste il y a Vic, il y des a pas le X. Donc une petite différence, mais elle est bonne à savoir. l'information explique bien ce qu'on a, Voilà. OK, cool et aujourd'hui, est-ce que toi, tu penses un jour rentrer? Pas du tout? Alors actuellement non, parce que, bah, c'est surtout alors, c'est pas que j'aurais pas envie, c'est vrai que l'éloignement avec ma famille, moi je suis fille unique en plus, donc c'est vrai que je suis la seule pour s'occuper de mes parents. Alors maintenant ils sont encore indépendants, il y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est des questions où je commence à me dire: «Mmh, le jour où ils auront un petit peu de difficulté, ben, on est assez loin». Et puis même, voilà, pour se rapprocher, je vois mes enfants, bon, on les voit pas souvent, du coup, mes parents, donc c'est toujours un peu triste. Bon, il y a les visios maintenant, donc je me plains pas, on a quand même plus de chance qu'il y a quelques années. Après, par rapport, à notre travail avec mon mari, on trouverait pas en France un travail, ou alors vraiment très précaire, donc c'est sûr que ça fait pas rêver. Et puis c'est vrai que quand je vois, je sais qu'on en a discuté il y a pas longtemps avec d'autres expats, quand on voit la situation politique en France, on se dit: «Bah, on est quand même peut-être pas si mal ailleurs pour le moment». Bon, l'Allemagne n'est pas forcément non plus le pays rêvé, mais c'est un petit peu mieux quand même. Mais peut-être, plus tard pour, la retraite quand on n'aura plus à travailler, pourquoi pas. Ah, c'est vrai que ça donne un petit peu cet effet-là. Après aussi peut-être parce qu'on voit la France que par les médias.
ou Aussi, hein, par le eh oui. sensationnel parce Ouais. que ce soit par les médias ou en discutant avec, nos proches qui sont toujours en France, on va forcément plus parler des choses qui se passent pas bien que des choses qui se passent normalement. Et il y en a Donc aussi. oui, mais c'est aussi ce que je me rends compte là de commencer à être un peu sur, avoir des échanges sur les réseaux, à rencontrer du coup des personnes que je connais pas du tout et c'est là où je me rends compte, mais en fait, on a le cliché du français, qui est pas forcément hyper positif. On a le cliché des réseaux où, tout le monde se clash et en réalité, moi, j'ai rencontré que des personnes hyper sympas. Tous les échanges sur les réseaux que j'ai pu avoir, des gens super cool. Donc c'est vrai que je pense qu'on a cette image, mais je sais pas à quel point c'est biaisé. Aussi, hein, c'est vrai, hein, ouais. Mais c'est vrai que le français est très râleur. Après ça peut être bon pour la santé, hein. Moi, je trouve que ça fait du bien, mais c'est vrai que c'est pas forcément dans toutes les cultures. C'est ça. Donc sur ça, tu dirais que tu es restée très française? Sur quoi d'autre tu es restée très française? Alors la nourriture, j'ai de la chance, alors c'est mon mari qui cuisine à la maison, je sais que ça étonne toujours, mais ça se fait et il cuisine très bien. Il a vraiment un don pour cuisiner, donc ça, à ce niveau-là, ça va. Mais il manque beaucoup de choses ici en Allemagne, hein. Je veux dire quand je vais en France, on fait toujours plein de pâtisseries, enfin c'est on prend 3 kilogrammes rien qu'en regardant les pâtisseries, les fromages aussi, enfin voilà, tout ce qui est très typiquement français en fait et c'est vrai qu'on ne le trouve pas ici ou alors peut-être à Cologne ça va se trouver mais ça va coûter super cher. Bah, évidemment les gens profitent. Donc moi j'essaie de les faire mais bon je fais pas tous les jours de la grande pâtisserie française parce que c'est un petit peu quand même compliqué. Et puis il y a ce plaisir quand même de rentrer en France et de profiter de la nourriture. Donc pour ça aussi, et puis, bah, pour plein de choses, en fait. C'est vrai que j'aime bien lire en français. J'aime bien, bon, regarder la télé en français. Bon, ça, c'est, peu importe. Voilà, la lecture, aussi retrouver mes amies françaises. On a tous ces points communs. Il y a quelque chose qui me manque un peu en Allemagne. C'est l'humour est différent ici. Alors, il y a de l'humour. Je sais qu'il y a le cliché qui circule aussi, qui sont pas drôles. Ils ont aussi de l'humour, mais c'est pas le même qu'en France. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai grandi avec cet humour français, en fait, et je me rends compte que je préfère largement cet humour. Hein. Et voilà, quand on se retrouve entre Français, on va parler des inconnus, on va parler de Coluche, peut-être, voilà, des trucs vraiment très classiques français, humoristiques, et ici, ils vont pas comprendre. Parce que c'est de l'humour, par rapport aux mots? Parce que c'est de l'humour juste le sens de l'humour ou des situations? Tu penses que c'est lié à quoi que enfin, en quoi c'est différent? En quoi v on rit pas des mêmes choses? Alors déjà, je sais pas si de nos jours c'est très accepté en France, mais c'est vrai que par exemple les inconnus, c'est vrai que ils y allaient clairement, quoi. Ils avaient pas, enfin, à l'époque, c'était pas, on pouvait rire de tout. Alors pas de tout forcément, mais il y avait moins de tabous, on va dire. Et en Allemagne, c'est vrai que, je sais pas, ils vont rire d'autres choses, mais c'est vrai que, ouais, je saurais pas dire. Je crois qu'ils ont un humour plus direct, en fait. En France, il va falloir aussi beaucoup réfléchir. T'as beaucoup de jeux de mots, de sous-entendus où falloir chercher la référence. Mmh, d'accord. Donc ça fait du bien quand tu retrouves des Français de pouvoir un petit peu, parce que tu es en contact avec un petit peu avec des Français? Tu as un groupe d'amis français ou pas du tout ici? J'ai des amies françaises, oui, ouais. Alors, c'est plus ça, on s'est connus grâce à nos enfants, mais c'est vrai que du coup, c'est bien aussi pour les enfants de se voir. Donc, ouais. D'accord, donc tu as un petit cercle et tu les as rencontrés comment du coup les autres Françaises, de Cologne? Alors, il y en a une, c'est par Facebook, par pur hasard en Mmh. fait, et une autre, bah, par mes ateliers justement. Donc du coup par Facebook, puisque je faisais de la pub sur Facebook. Elle est venue à des ateliers et comme elle travaille aussi en fait dans une école Waldorf, voilà, on a sympathisé comme ça. Et puis les autres, voilà, ça va être par les ateliers ou pas beaucoup par les réseaux quand même, parce que c'est vrai que moi je suis en dehors de Cologne. Alors il y a quelques Français, mais c'est vrai qu'il faut se chercher quand même. Non, mais c'est clair, c'est souvent, bah, d'ailleurs la langue Ouais, qui nous rassemble, donc des ateliers, des choses autour de la France ou des boîtes internationales, enfin c'est logique, hein. OK. c'est ça. Je sais pas si on j'ai l'impression qu'on fait plutôt le tour un petit peu de tous les aspects, de, de la différence. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur les différences culturelles, sur le fait de vivre en Allemagne? Alors moi, il y a Qu'est-ce un qu'on truc n'aurait pas mmh? qui m'a un petit peu bah, frappée, c'est un peu gros, mais qui m'a assez étonnée. Je sais que c'est quelque chose, on en discute entre Français, c'est que quand je suis arrivée en Allemagne, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de différences avec la France. Alors c'est plein de petits trucs, mais
C'est vrai qu'on avait tendance à se dire, pays frontalier, donc on va avoir quand même on va être très similaires niveau culture et en fait non, il y a vraiment une énorme différence. Et donc moi aussi j'ai un podcast et je rencontre beaucoup de parents à l'étranger et en fait c'est le constat qui revient aussi dans les différents pays où ils vivent, même des pays européens, c'est aussi que voilà, il y a vraiment une différence entre la France et des pays qui peuvent être très proches. Donc moi je trouve que c'est très intéressant, ça fait vraiment la richesse d'un pays et d'une communauté. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant quand on découvre ça. On s'imagine pas, ça c'est Ouais. vrai, parce qu'en termes de kilomètres, même juste de prendre le train par exemple ou juste de le faire en voiture, les pays proches, on s'imagine que, bah, oh, c'est les voisins. Voilà, c'est ça. Mais en fait, il y a vraiment une culture très, très différente. Surtout que déjà, toi, entre, d'où tu viens, les Français qui sont proches de la frontière Et et oui, ceux qui sont de l'autre côté de la frontière, voilà, il y a déjà, des grandes différences. Nous, on le voit entre un Français, du sud, un Français du nord, c'est ça, on va c'est déjà ça. voir des Il y a différences des différences culturelles. régionales, hein. Ouais. Culturelles, même si on a Mmh. tous beaucoup en commun d'être français C'est ça. avec plein de points communs, mais il y a déjà des Il y a des quand des même très ça, ouais. belles, différences dans la façon d'être, de s'exprimer, les relations et cetera. Donc Puis des fois, c'est OK. rigolo parce qu'il y a des différences entre, on va dire, Français, du sud et du nord, comme tu dis, mais avec, le pays frontalier, donc je sais pas, la Belgique, Luxembourg, l'Allemagne, ils vont avoir des fois plus de points communs avec, les voisins directement de l'autre côté de la frontière que, le reste du pays, en fait. Donc c'est assez rigolo, c'est là qu'on voit enfin moi je trouve que les frontières, c'est quelque chose, ça aurait pas besoin d'être parce que, ça définit, voilà une nation, une culture, mais finalement, il y a des différences régionales, il y a des régions qui sont dans 2 pays différents qui se ressemblent finalement beaucoup. Ouais, moi j'ai l'impression que ça marque beaucoup quand même. Pour vivre très proche d'une frontière, je trouve qu'il y a quand même une grande, grande différence, hein, pour, donner un petit peu de contexte ici, bon allez, 45 minutes de route, je suis à la frontière, donc c'est vraiment très, très proche et ben je trouve que c'est quand même très, très différent, quand on passe la frontière, on le ressent. On le Oui, on ressent le ressent. alors par des choses bêtes, hein, la taille des panneaux, les lignes sur les routes, Oui, ça oui. les magasins qu'il y a, des choses bêtes, mais même comment se comportent les gens dans un supermarché, parce que bien sûr, je vais faire mes courses en France, on y va pour les gâteaux et les yaourts, mais je trouve dans la façon d'être, de s'exprimer, d'être tactile ou pas tactile, enfin, je trouve qu'il y a déjà des belles différences. Après, ça dépend tellement des frontières, de pourquoi elles sont là, Oui, oui. si elles ont été bougées plusieurs fois par l'histoire et cetera. Il y a plein Voilà. de contextes différents, mais c'est vrai que c'est drôle. Du coup, petite question, signature du podcast. Pour toi aujourd'hui, qui, vis depuis si longtemps, en dehors de la France, qu'est-ce que c'est pour toi, la France en ou bien une image qui te vient dans la tête, ou bien une odeur, ou bien une scène? Qu'est-ce qui te vient en premier dans la tête quand tu penses à la France? Vraiment en premier je sais pas, mais ce qui me vient, c'est la richesse culturelle de la France. Richesse, on en revient à la culture, par ses paysages, enfin ses différents oui, les différents paysages, les différentes régions, la culture, gastronomique bien sûr, la langue, la richesse de la langue. Ouais, je dirais ça. Ah, ça me va, j'achète, j'aime bien. C'est drôle comme tout le monde a des réactions hyper différentes et c'est top qu'on ait chacun notre vision un petit peu, de ce qui nous vient à l'esprit Moi, c'est la sur prof la qui parle, France. je pense aussi là, c'est Oui, l'idée, parce que ce que je transmets tous les jours quasiment donc mais je pense que c'est aussi une image de la France en effet, hein. oui, c'est vrai que suivant les personnes, on voit bien les priorités. Il y a la culture, il y en a d'autres pour qui c'est le vin, le fromage, Voilà, la bouffe. chacun ses priorités et c'est hyper important. On est aussi plein de Français avec chacun notre côté singulier. Écoute, merci beaucoup. Pour moi, on a fait le tour. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais ajouter avant de d'arrêter? Je crois que c'est tout. Merci aussi. Et merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Hors Frontières. Si cet échange vous a plu, partagez-le autour de vous, parlez-en, laissez un petit mot sur votre plateforme d'écoute, les réseaux, ça aide vraiment le podcast à grandir. Et si vous aussi, vous avez franchi le pas de l'expatriation ou que l'idée vous trotte dans la tête, j'adorerais découvrir votre histoire. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre, toujours plus vraie, riche de rebondissements et d'aventures hors frontières.